Bon, on va débuter. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à l'occasion de ces 50 ans, ici à l'UFR de Besançon, qui, comme l'a dit Cher, a vu passer des générations d'étudiants, d'athlètes, de chercheurs, mais aussi de personnel administratif et technique, mais aussi de pédagogues passionnés. Alors, j'avais proposé cette table aux collègues et à Cher, surtout. Je l'ai préparée avec lui. Alors, peut-être par neutralité, parce que je ne suis pas bisontin. Et là, vous voyez peut-être l'emprise dijonnaise. Voilà. Je suis désolé, mais je suis parmi vous maintenant. Oui, si on veut. Mais aussi peut-être la maturité, puisque j'ai 50 ans dans quelques mois. Donc voilà, les images en noir et blanc me font penser à ma jeunesse. Voilà. Donc l'idée, c'est peut-être on n'aura pas le temps vous n'aurez pas le temps de retracer chacun votre carrière, votre histoire, etc. L'idée, c'est peut-être de traverser ensemble une histoire de 50 ans à travers vos prismes personnels ou à travers 3 temps. Peut-être dans un premier temps revenir sur les années pionnières ou fondatrices pour celles et ceux qui étaient présents pendant cette période, hein, donc les débuts. Un deuxième temps peut-être sur vos engagements ou les défis du métier que vous avez traversé. Voilà. Et peut-être terminer par les transformations et les mutations majeures, parce qu'on l'a vu et entendu, là, il y en a eu, sur différents points. Voilà. Donc je vous propose ça. Évidemment, on pourra aussi faire passer le micro dans la salle. Hein. Alors, 1975, donc on l'a évoqué, donc les 50 ans, c'est aussi la création de la licence STAPS, en parallèle, dans le paysage universitaire français. Et alors, Hugues Daucy l'a rappelé, dans l'ouvrage des 600 ans, Maryse Graner et puis Jean-Jacques ont parlé de début difficile. Donc j'aimerais peut-être que ceux qui ont vécu ces premiers temps difficiles, nous évoquent un petit peu peut-être ces freins ou ces leviers qu'ils ont traversés pour activer la création, la mise en place. Donc là, voilà, première période. Vous pouvez vous passer le micro un peu comme vous voulez entre vous, et puis je rebondirai ou vous rebondirez. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour, oui. Ça, effectivement, ça me fait rebondir. Enfin, Annick Rochefort, spécialiste en gymnastique et danse. Et pour citer qu'un seul exemple, effectivement, à mon arrivée en 1976, donc un an après la création de l'UREPS, eh bien, je faisais cours dans la salle 3, la salle de danse, en gymnastique. Hein. C'est-à-dire que je montais, enfin, tous les étudiants, enfin les anciens étudiants qui sont là l'ont peut-être vécu, je poussais les barres asymétriques dans cette salle 3. Je mettais quelques tapis dessous, il n'y avait pas de fosse, il n'y avait pas de playet, il n'y avait pas grand-chose. Et on faisait quand même, malgré tout, des mouvements de très bon niveau, quand même, pour certains. Autre chose aussi, on avait le saut de cheval, pour ceux qui, bien sûr. On faisait ça dans le gymnase de Sportco. Et puis, ça résonnait en dessous, dans les salles de cours qui étaient en dessous, c'est-à-dire les collègues qui faisaient cours en dessous, effectivement... ils entendaient bien du bruit. Autre exemple aussi, eh bien, le sol. Pour dire aussi qu'au début, mes premiers cours, j'étais jeune. Hein, j'étais la petite, jeune. J'avais les aînés, Yvette notamment, Bernard Paulin qui n'est pas là, c'est dommage. Ah, t'es là Bernard ? Ouais. Salut. Mes aînés, donc, ils m'ont chapeauté quand même un peu. Hein. J'étais toute jeune, j'avais 1 an d'enseignement uniquement. Je venais de passer le CAPEP 175. Et tout ça pour dire que mes premiers cours de gymnastique aussi, je les ai faits avec une classe de garçons uniquement. 11 garçons. C'était l'effectif à l'époque. Hein. 11, 12, 13 filles ou garçons. Et
à l'époque, on avait séparé filles et garçons. Donc, il y avait des cours pour les garçons, il y avait des cours pour les filles. Et je faisais seule donc avec les garçons. C'était pas facile. Mes premières années, certains avaient presque mon âge. Et ben, on faisait ça sur un tatami. Il n'y avait pas de praticable. On faisait les éléments au sol sur le tatami. Enfin, voilà. C'était pour parler de ces conditions matérielles au départ qui n'étaient pas évidentes, effectivement. Et puis, mais bon, tout ça était quand même facile, relativement facile, parce que étudiants et étudiantes étaient super et on avait de très bons contacts les uns avec les autres. Alors, je voudrais rebondir parce que Cher m'a évoqué la circulation d'une pétition à cette époque, visiblement rédigée par des vilains garnements, des garçons, qui s'offusquaient de la programmation de cycles de danse. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est vraiment une rumeur infondée ou une véritable démarche de petit effronté ? Tu peux prendre la parole, Claude ? Moi, je voudrais parler ici d'un traumatisme profond. C'est en 78 peut-être, voilà, 18, tout se passe bien, meilleur des mondes. On a vu que c'était un chemin tranquille, la création de l'UREPS se faisait tranquillement, les réunions de lundi se passaient paisiblement. Et on nous apprend qu'on doit faire danse. Donc on imagine une plaisanterie, et pas du tout. Les enseignants sont devant nous et on nous intime l'obligation de faire danse. Et le directeur, Bonnard à l'époque, ça rigole pas quand il descend dans les promotions, il nous dit c'est obligatoire. C'est pas négociable et ça fait partie du cursus. Et là, non, on nous dit c'est pas possible. On a une dignité, on n'est pas là pour faire... c'est sérieux ce qu'on fait. Hein. Et vous imaginez bien que donc, tous les grands gaillards sont là, en tenue de rugby, de foot, hein, en grand short, en grand chaussettes, et on est sur le tatami. Et devant nous, donc c'est Annick qui nous dit, mais j'ai encore du mal à en parler, vous voyez, qui nous dit on va mimer le bruit de la pluie. Et là, je me dis, il ne faut pas que ma maman entende ça, quoi. C'est pas possible. Je me suis trompé. Et alors, je ne peux pas tout vous dire de cette séance-là, mais peut-être que Bernard Paulin, il s'en rappellera, parce que Bernard Paulin et Papy Roussel, ils étaient dans la fenêtre au-dessus. Ils regardaient ce qui allait se passer. Eux, ils étaient dubitatifs. Parce que les grands gaillards, ils étaient debout. Et il y a Annick Rochefort qui nous dit on va s'échauffer. Elle nous fait un genre d'écrasement facial de dos et qui nous a perturbés, je dois le dire. Voilà. Et effectivement, on avait tenté une pétition. Une pétition. Ouais. Vous avez tenté une grève. Juste pour rappeler une chose, c'est que il y avait niveau CAPEPS, il y avait 2 concours, un concours homme et un concours femme, et donc les activités n'étaient pas forcément mixtes. Et il n'y avait pas d'évaluation en danse pour les hommes à cette époque-là, ni en rugby pour les femmes, ni en boxe. Donc c'est quelque chose à rappeler. Il y avait 2 concours totalement différents, un qui se passait à Vichy pour les hommes, un qui se passait à Dijon à Dijon pour les filles. Peut-être, puisque vous avez le micro, je ne vous connais pas, enchanté, mais on m'a beaucoup parlé de vous en tant que prof d'athlétisme. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis peut-être un élément pirate, puisque Annick et moi, on est originaires de Dijon. Voilà. On a fait toutes nos... Et Jean-Jacques aussi. On se retrouve... Voilà. J'entends souvent mon collègue Arnaud Imbé, enfin j'entendais parce que maintenant il est complètement satisfait avec son stade d'athlétisme avec une belle piste, mais quand je suis arrivé, il y avait du goudron ou enfin quelque chose qui ressemblait à rien. On va remonter dans l'histoire de ce stade-là qui était neuf quand je suis arrivé. Ma première interrogation, et Jean-Michel s'en souvient bien, j'ai vu 4 couloirs. Surprenant, d'habitude c'est 6, même à l'époque, souvent 8 aussi. Et je vois une superbe route goudronnée tout autour, alors que la piste était aussi noire en rupcore. C'était un des synthétiques de l'époque. Alors que Besançon n'avait encore qu'un stade en cendré quand je suis arrivé. Et je m'étonne, pourquoi pas 6 couloirs, puisqu'il y a une route juste à côté. Et on me répond, c'est pour que les pompiers puissent circuler.
Oui, d'accord. Mais à partir de là, pourquoi ne pas mettre 6 couloirs? Puisque le jour où on aura besoin des pompiers, on lève une barrière, les gens rentrent et puis on va qu'aux occupations. Donc ça, c'était ma première interrogation. À partir de là, j'ai eu la chance de travailler pendant une bonne vingtaine d'années dehors par tous les temps. C'était ça les conditions d'enseignement. D'allumer le poêle à mazout dans le préfabriqué tous les matins. J'arrivais une demi-heure avant pour qu'on ait à peu près chaud. Je pense que Claude doit s'en souvenir, Éric Prédine, Loulou qui est ici présent, puisque ça a été mes premiers élèves. Et Loulou, qui m'avait croisé sur le stade où je m'entraînais, a eu la gentillesse de me demander ce que je faisais à la rentrée. Je lui ai gentiment dit je rentre à l'UREPS. Il me dit on sera peut-être ensemble. J'ai rien dit. Et le lundi matin, au moment de faire l'appel, il a découvert que j'étais son prof. Il s'en souvient et il me dit mais je t'ai tutoyé sur le stade. Mais ça, c'est pas un problème. Sur le stade, on est sportif. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que à l'époque, il y avait une sélection extrêmement forte pour entrer ici, avec des tests extrêmement difficiles. Et on a eu de très bons étudiants qui les ont manqués, qui n'ont jamais pu rentrer, ou qui s'y sont repris à 2 ou 3 fois. Ce qui fait qu'on a eu des promos de 30 élèves qu'on connaissait parfaitement. On les voyait matin, midi et soir. Et on avait des volumes horaires d'enseignement avec eux sur le plan sportif qui créaient des liens qui sont maintenant inaccessibles avec le peu de volume horaire. Et on l'a, nous, cruellement ressenti en 96, quand la première génération d'élèves est rentrée massivement avec 600 élèves d'un coup parce qu'il n'y avait plus de test d'entrée. Le Conseil d'État venait d'interdire la sélection à l'université. Et Didier, il paraît que aussi, en anecdote, tu as été très dur, ou voire dur, avec Fabienne Mougin-Guillaume. On pense à elle, elle n'est pas là parce que, voilà, et elle est malade, elle n'est pas là. Mais apparemment, Didier, en tout cas, tu l'as marqué. De toute façon, je serai sous le contrôle de sa sœur qui est présente. Fabienne, effectivement, a eu un épisode un petit peu difficile, dans la mesure où elle a échoué au CAPES. Et elle en concevait une certaine amertume. Elle s'est invitée à la maison avec sa sœur à un barbecue à la maison. À l'époque, on avait ce contact-là avec nos étudiants. Et je sais que devant sa sœur, et elle peut certifier que c'est vrai, j'ai regardé Fabienne dans les yeux et je lui ai dit « Fabienne, tu ne réussiras jamais le CAPES ». Il faut oser, quand on a... Moi, j'avais peut-être 30 ans à l'époque, dire ça à un étudiant. J'ai dit « Par contre, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas faire ta maîtrise, tu vas faire ton DEA. » On venait d'être habilité à un DEA à triple saut avec Dijon et Strasbourg. C'est un épisode assez intéressant dont on pourra discuter. Et à partir de là, tu y reviendras par la grande porte en devenant maître de conférence. Elle a eu la gentillesse de s'en souvenir et de m'inviter quand elle a été à une très belle récompense, puisqu'elle a été chevalier de l'Ordre du Mérite assez récemment. Oui, alors pour rassurer les étudiants, je vais vous donner une autre information. Pourquoi est-ce que Didier lui a dit qu'elle n'aurait pas le CAPES ? Parce qu'on était nés dans le Haut-Doubs et on n'a jamais nagé de notre vie. Et donc, quand il fallait ramener le mannequin, Fabienne, elle était terrorisée, elle n'arrivait pas à ramener le mannequin. Tu t'en souviens, Didier, très bien. Et donc, de toute façon, je crois qu'elle ne l'aurait jamais ramené, puis elle ne le ramènerait jamais. Donc, par ailleurs, effectivement, j'étais avec elle quand on est allé te voir. Hein, et tu lui as conseillé d'aller faire ce que je lui avais conseillé, d'ailleurs, aussi. D'aller faire, à l'époque, on appelait ça un DEA. Enfin, une maîtrise, un DEA. Et puis derrière, elle a fait sa thèse. Et j'aimerais quand même dire pour l'assistance que sa thèse, elle l'a faite avec entre autres monsieur Magnin, enfin chez monsieur Magnin. Bon, j'étais un peu là pour l'aider aussi, quand même, parce que son directeur de thèse était à Dijon, c'était un peu compliqué. Et un jour, elle reçoit un message de la secrétaire du président du CIO de l'époque, au moment des Jeux Olympiques de 92, en demandant effectivement s'il y avait des jeunes qui avaient des travaux de recherche à proposer pour avoir un prix de recherche. Et donc, elle était enceinte de son premier, et elle me dit, mais je ne vais pas répondre. J'ai dit, mais si tu ne réponds pas, tu n'auras pas de prix. J'ai dit, tu te débrouilles, tu envoies ton dossier avec tes articles, et on verra bien.
Et elle a eu le premier prix, c'était la 30e médaille olympique aux Jeux olympiques de Barcelone. Et sa carrière a commencé entre autres par là. Et c'était juste au moment où elle est passée maître de conf, enceinte de 9 mois. Didier, tu as de la chance, une belle histoire. Peut-être pour continuer, deuxième temps, vos engagements, peut-être les défis du métier. On a quand même autour de la table des collègues qui ont été enseignants ou enseignantes, mais aussi des collègues qui ont été directeurs de l'UFR STAPS ou directeurs du SUAPS. Et voilà, je voulais un peu peut-être... j'aurais bien aimé que vous évoquiez vos... Pourquoi cette démarche de devenir directeur du SUAPS, par exemple, monsieur. Quels ont été vos premiers objectifs au combat pour avancer ce service, par exemple? Eh bien, écoutez, je vais... j'aime pas beaucoup parler de moi, effectivement, mais je voudrais simplement apporter un petit complément à l'historique qui a été fait par mes collègues ici présents. Oui. Et simplement, je pense que moi, je suis là dans le domaine quasiment de la préhistoire en ce qui concerne le Verstappen. En effet, quand je suis arrivé à Besançon, en 63, on m'a dit, bien écoutez, au point de vue, on n'a pas de poste pour vous. Monsieur Smolikowski, à l'époque, inspecteur principal de la jeunesse et sport, puisque c'était l'époque où on était jeunesse et sport. Il m'a dit, écoutez, voilà, je vous propose simplement, si ça vous intéresse, ça peut vous intéresser, il ne peut y avoir qu'un poste à l'enseignement supérieur. À l'époque, c'est comme ça qu'on désignait l'université. Donc, bien, j'ai dit, écoutez, je veux bien essayer. Alain me dit, je vous préviens, c'est la jungle. C'est la jungle, vous avez entendu, hein. Il y a rien n'est structuré pour l'éducation physique. Alors, il m'a accompagné auprès des doyens de l'époque. Et c'est ainsi que j'ai reçu de la part de ces doyens un accueil plus ou moins agréable. À savoir que le doyen de la fac de droit me dit, monsieur, le sport, l'éducation physique à l'université, à l'enseignement supérieur, et notamment à la fac de droit, moi je considère que ça doit se passer le dimanche matin avec la préparation militaire. Pourquoi pas. Et par contre, le doyen de la fac de médecine, qui est le recteur Magnien, m'a reçu avec beaucoup de gentillesse et m'a dit qu'il était tout disposé à faciliter les choses et il a été le premier à pouvoir libérer les étudiants pour qu'ils puissent pratiquer. Bon, eh bien voilà ce que je peux vous dire à propos donc de la création le début, si vous voulez, de la création de l'UFR STAPS, c'est-à-dire que il me demandait de prévoir avec les quelques collègues qui ont été nommés après moi, notamment Jean-Michel Bonnard. Et là-dessus, moi je suis,
comme j'étais intéressé un peu par l'histoire, justement, je suis entré à l'ENSEP dans la section histoire pour obtenir le diplôme de l'ENSEP, etc. Ok. Monsieur Bonnard, vous vouliez ajouter quelque chose? Merci. Des difficultés? Parmi les difficultés, il y en a une que je voudrais souligner. En 1977, Monsieur Soisson, ministre de la Jeunesse et des Sports, affiche création au CAPEPS, 0 poste. Et nous avions 2 promotions, de filles et de garçons, qui préparaient exclusivement le CAPEPS. Ça donne le frisson aux candidats. Et malgré tout, ils ont continué à protester, normalement, ce qui était logique, et finalement, il y a eu 100 postes de créés. Et cette année-là, je crois ne pas me tromper, cette année-là, nous avons eu le major. Donc on était assez contents que parmi les 100 postes, il y en ait eu un qui ait réussi à être de Besançon. Oui. Je voulais rebondir là-dessus, puisque nous, on était étudiants à l'époque. Les grands, c'était Martine, hein, nous, on était les petits. Hein, et donc, on était descendus à Jeunesse et Sport, Flora. On s'était fait sortir, d'ailleurs, à coups d'aiguille à tricoter par les flics. Je me souviens bien. Ah, oui. Et on avait un slogan qui était exceptionnel, c'était « Brisons le vaseux de Soissons ». Donc Christian Hautmann, ancien collègue du lycée Julag, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Oui, mais il oublie de dire qu'ils avaient escaladé les murs du rectorat, la porte noire, pour envahir le rectorat. Ce que le recteur, à l'époque, qui s'appelait Le Goérel, ne m'a jamais pardonné. Moi, je voulais revenir aussi sur la question de la massification de l'université, du nombre d'étudiants qui a été quand même croissant. Alors, le nombre qui a été croissant, mais qui s'est suivi quand même par des nombres de recrutements, de postes d'enseignants. On l'a évoqué, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou Hugues Dossi l'a évoqué suite aux chiffres et au pourcentage. Évidemment, il est là aussi pour annoncer des postes futurs, des recrutements, il n'y a aucun souci. Cher a déjà pris rendez-vous, vous l'avez entendu. Mais voilà, comment vous vous êtes débrouillé pour transformer vos méthodes pédagogiques? Comment vous vous êtes débrouillé pour effectuer repousser ou faire construire des locaux? Comment vous avez été face à cette massification des années 90-2000 dans l'enseignement supérieur, en fait? Alors, avant d'y répondre, il faudrait peut-être parler un petit peu avant comment se sont créés les premiers enseignants-chercheurs en STAPS. Historiquement, et Yves Josselot est ici présent, Jean-Pierre Adamy aussi présent, ce sont des gens qui sont passés par l'ENSEPS, donc l'école normale supérieure qui existait à l'époque, et la plupart des enseignants qui étaient à l'ENSEP étaient les grands noms qui sont devenus les enseignants-chercheurs des années 85-90. Alors, je peux en citer Possiello, Vigarello, quelques autres. Et pendant une année, il n'y a pas eu de recrutement. Il y a eu une année blanche de recrutement à l'INSEP. Pas de chance pour moi, j'espérais pouvoir y rentrer. C'est l'année où il n'y en a pas eu. Et donc, pendant quelques années, à l'INSEP, il était envisagé de créer une convention avec une université parisienne de façon à ce qu'il y ait une véritable universitarisation. Je m'excuse de ce mot un petit peu inventé par la force des choses. Et la plupart des enseignants-chercheurs qui allaient devenir les enseignants-chercheurs de France enseignaient à Paris, à l'INSEP. Voyant que ça n'aboutirait pas, qu'il y aurait toujours cette opposition entre l'INSEP et
qui a pris le statut d'INSEP cette année-là, qui est devenu l'Institut national des sports, ou d'autres appellations qui se sont succédées, ils ont réalisé qu'ils ne pourraient jamais réussir à rentrer à l'université. Or, ils avaient souvent fait ce qu'on appelait la 5e année à l'époque, le diplôme spécifique de l'INSEP, que Yves détient dans le domaine de l'histoire, d'autres en psycho, d'autres en mathématiques comme par le bas. Tous les grands noms de l'INSEP faisaient là. Quand l'agrégation s'est créée en 83, ils ont tous été candidats en 83 à l'agrégation. Quand on prend la liste des premiers agrégés, c'est assez évident que ce sont tous les enseignants-chercheurs et profs d'université qui ont été diplômés cette année-là, à exception de 2, bon, tout simplement. Dont le major Hébrard, qui est devenu ensuite conseiller ministériel, etc. Et donc, fort de l'agrégation, fort de leur diplôme de l'INSEP, voyant qu'ils n'avaient pas de perspective en région parisienne à l'université, ils ont essaimé dans toute la France. Et je me souviens d'un colloque en 92 qui s'est fait en Guadeloupe. On était tous dans l'avion pour ce colloque-là. On était une centaine de profs d'université, maîtres de conférences ou doctorants, etc. Et s'il y avait eu un accident d'avion cette année-là, les STAPS étaient décimés pour la France pour une vingtaine d'années. Avec un petit élément qui est important peut-être de restituer, jusqu'en 81, les enseignants d'éducation physique, hors la préparation qu'on avait préparée essentiellement au CAPES, étaient à Jeunesse et Sport. Il a fallu attendre un gouvernement de gauche pour que les profs d'EPS dans les lycées ne dépendent plus de Jeunesse et Sport, mais de l'éducation nationale. Et c'est un élément qui, les historiens pourraient sans doute mieux le développer que moi, qui a fait que ce biais-là était assez long à résorber. Or, concernant les effectifs, les directeurs des STAPS, pendant très longtemps, ont essayé de batailler contre l'obligation qu'on avait d'accepter tous les étudiants et de ne plus faire des tests d'entrée extrêmement sélectifs, qui étaient essentiellement sportifs. Et je me souviens qu'en 1996, il y a eu un dernier cheval de bataille, puisque le Conseil d'État a été obligé de promulguer un arrêté qui enjoignait de tout refus serait pénalisé de 2000 francs à l'époque. On n'était pas encore en euros à cette époque-là, et pour obliger les enseignants à accepter dans les UFR STAPS tous les étudiants. Or, face à ça, on n'avait pas les enseignants, donc on a recruté des enseignants des établissements secondaires. Il y a eu beaucoup d'heures supplémentaires, il n'y avait pas beaucoup de création de postes déjà universitaires à l'époque. Et comme les enseignants-chercheurs aussi font moins d'heures d'enseignement que les certifiés, il y a eu une dizaine d'années de flottement où le ministère cherchait à mettre un peu plus de postes d'enseignants que de postes d'enseignants-chercheurs. Donc ce qui fait aussi que ça a été un frein au développement de la recherche. Bon, écoutez, Cher me fait des petits signes. On est déjà un tout petit peu en retard. Donc merci à vous pour vos prises de parole.